Je veux rester en Israël, c'est l'endroit où je me sens, heureuse. Bon, actuellement, c'est un petit peu compliqué, bien entendu, mais je compte rester en Israël et je pense que de toute manière, partir ne serait pas une solution parce que finalement, le régime iranien n'attend que ça. Ils attendent de nous détruire, que l'on parte et je pense qu'il faut tenir bon et c'est ce que je fais avec des milliers d'autres Israéliens, enfin des millions d'autres Israéliens parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas possibilité de sortir du pays et il faut tenir bon. Et je pense qu'Israël a tout à fait la force de déstabiliser, de réduire à néant le régime iranien. Force de maintien de paix de l'ONU, la FINUL, elle-même prise pour cible ces derniers jours par l'armée israélienne, 5 casques bleus blessés par des tirs qualifiés de répétés et surtout de délibérés. Les forces israéliennes nous ont demandé de quitter nos positions le long de la ligne bleue. Mais comme je l'ai dit, il a été décidé à l'unanimité de rester, car il est important que le drapeau des Nations Unies continue de flotter haut dans cette région. La force onusienne qui vient de recevoir le soutien d'une quarantaine de pays, exhortant
à la protection des casques bleus. Et face aux vives critiques, Israël n'en fait plus mystère. Non seulement les opérations vont se poursuivre au sud Liban, mais c'est aux casques bleus de se mettre à l'abri. Monsieur le secrétaire général de l'ONU, mettez les forces de la finule à l'abri. Cela doit être fait tout de suite, immédiatement. Et au nom de sa proximité avec les peuples impliqués dans ce conflit au Proche-Orient, depuis le Vatican, le pape François appelle à son tour, en ce dimanche, au respect des soldats onusiens déployés au sud Liban. Ces ordures de la finule qui protègent des assassins, ce n'est qu'une bande de nuls, leurs efforts ne servent à rien. Ces ordures de la finule qui protègent des assassins, ce n'est qu'une bande de nuls, leur effort n'aura servi à rien. Ces ordures de la finule qui protègent des assassins, ce n'est qu'une bande de nuls, leur effort n'aura servi à rien. Ces ordures de la finule qui protègent des assassins, ce n'est qu'une bande de nuls, leur effort ne sert à rien. Ces ordures de la finule qui protègent des assassins, ce n'est qu'une bande de nuls, leur effort n'aura servi à rien. This is how 23-year-old Devere Fisher ended up nearly losing his life in Gaza, but instead experienced a miracle. Devere Fisher, who's from the Jerusalem area, served in the IDF as a combat medic. Like many Israelis who go to travel after their army service, Devere went on a trip to India and Nepal. But what happened while he was on the trip was something he never expected. I went to get something to eat, and on the way there I saw a friend of mine who was like coming and said, did you hear what happened? I said, no. What do you mean? Where? And then he said, in Israel, there was a party and about 100 people are dead. There are a couple hostages and they took over a base, the terrorists. And I opened the news and I started also to see the videos, all the brutality and the murders and the rape. And I said, like, I can't stay here. I felt like reality is crushing on me. And I said, I have to go back as a Jew and an Israeli. So I'm a descendant also to Holocaust survivors from both my sides. So it's something that is really present in my life. And like seeing those videos and hearing what happened is something, like I said, like this is like stuff that happened in the Holocaust. And this time we have an army and I am a combat soldier. I have to go back and fight them. So I did. I decided I'd go tomorrow. At night I saw like 7 shooting stars in like 5-10 minutes. And it's kind of like a sign for me that I'm like protected. But I felt like something is going to happen to me. I landed on Saturday morning and I drafted on Sunday and I joined my unit on Monday and we trained because again it was my first reserves duty. So like we didn't really know the platoon, like the older guys. So it was like, getting to know them, like we're gonna go into Gaza with you. And as something like first of all, to get to know people, and like you're a little bored during those training times, before you go, because you don't know what's gonna happen. So I was teaching them doing yoga next to like tons of ammunition and guns and rockets. It was like really surrealistic thing. And we got into Gaza by foot. I think at the night between October to November, 31 and 1st of November, we got into Bet Hanun, which is the northest city in Gaza. It was a scary walk. We walked for like 7-8 kilometers and it was scary and the bag was heavy. During those times, your mind is running thoughts. So I was like, I'm doing it for my family and I'm doing it for my friends and for my life and for my country and just for something that is bigger than me. Like I may be walking now as one soldier, but I really felt like the power of the whole Jewish nation behind me, and like I'm doing this to protect, like, we said never again, and like this is really why I did this. So this kind of like got me through the night. So we got into Bet Hanun at at the beginning of the morning. We had some missions. Our whole mission was to conquer the area, take out terrorists if we see, and like ammunition, rockets, anything that could use into terror attacks, to clean it out. We did it for 8 days. The whole scenarios in Gaza are also like a little scary, because you have threats from everywhere. You have tunnels, you don't know where they'll come. You have tunnels, you have snipers who could snipe you. You have
RPGs, you have drones that could just drop grenades. So like the threat is from everywhere. So you're like in constant stress. You barely sleep for like, you sleep 2-3 hours and then you have something to do. If it's to guard or to go on a mission. On November 8th, we were on our way to an attack on a UN school, UNRWA, which operated as a Hamas base. They were shooting rockets from there and they were hiding ammunition there. So our mission was to take control of this area. Again, because of all the threats, you're not just like, casually walking. So you'd be running from place to place in pairs. We were just moving between 2 houses. They had about 30 feet of a road, 10 meters, something like that. So we start to run, then we hear tack, 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 like bullets. And I really felt the air just like cutting right next to me because the bullet hit the wall next to me. I continued on running after understanding, and all this is a matter of seconds. And I'm standing and being shot at. And like 2-3 meters before I entered the house, I suddenly I see black. I felt like, ringing in my eyes and like extreme pain, like stabbing your toe at night, that you have something out of nowhere. Times like 1 billion. I saw everything from above, like from a drone. Like the whole situation, I was here, my friend was here, the tank, the area, and like just for a split second, but it's something that is like carved in my memory. And then I just felt like I'm going back into my body. I fell down and I lost conscience for like 30 seconds. In this time, like my friend covered me. 2 other guys pulled me from my vest into the house, which is a feeling I do remember. Then I kind of woke up, asked them what happened? And I was like in extreme pain. And they started treating me. They started doing pecking, which is like stuffing the wound with bandages to stop the bleeding. And I felt the pain like centers and like into here. And like I saw them doing the pecking here. So I said, I was shot in the neck. It's a scary thing to understand. And after that, they started to like undress me and like take out my, my helmet, my clothes, and my earbuds as well. And I said this is like just so scary. And like, I don't want to be here. I want to disconnect, and I'm conscious and I'm in pain and just want to disconnect. And that's why I said the mantra I do always for meditation. So I kind of did a meditation. So I just did it over again, like Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. And the medic next, who was treating me still, he's asking me, what are you doing? And I said, I'm doing a mantra for me that I learned in India. I said, okay, good, stay conscious. The evacuation was pretty quick, and the doctor came to me and said, I'm gonna have to sedate you. After that, in the hospital, with my whole family around my bed. But then they explained to me what a miracle happened, because the bullet came in from here, went out of here, through my neck, without hitting anything critical to life. It did hit the edge of my vertebra of C6 that causes some nerve pain in my hands and legs sometimes. But it didn't hit any of the main arteries or any of the other pipes we have in the neck, and we have so many. So it was like the doctor told me if I have to sit now with you on an anatomic map of the neck and try to draw a route for a bullet to go through, I wouldn't be able to do that better than this bullet. So it's they said it's something 1 to 1 million that something like that happens. I was in the hospital just for 1 week and they let me go. On October 8th, I heard what happened, and on November 8th, I was injured. Oh, and another sign. So I was injured on Wednesday. On Tuesday night, we did another mission. And I saw again 4 or 5 shooting stars at night, and I said this is another, it reminded me. I said this is what happened in Nepal. And 12 hours later, this miracle happened to me.
billions of dollars invested in these types of weapons directed towards civilians. And what we are doing today is holding an exhibition to show the world exactly what Hezbollah was hiding in civilian houses in southern Lebanon, just a kilometer or two from Israel. This truck has a rocket launcher on its back, able to fire 72 rockets towards Israeli civilians in one time. And what happens is the Hezbollah terrorists can take this pickup truck from within a garage in a civilian home, drive out, fire 12 rockets towards Israeli civilians, and vanish in a civilian house. And what we found, this truck is not one of a kind. Many of these trucks, dozens, hundreds of rocket launchers inside of Lebanon in an area that isn't allowed according to international agreements for Hezbollah to be in. This is a threat that no country in the world would accept, and Israel does not accept this threat, and we will act as we did to remove it and to make sure this threat does not return. Welcome to Jenin, a city and terrorist stronghold in Judea and Samaria that is used as one of the main command and control centers for terrorist attacks across Israel. Jenin is a hotspot for the most dangerous terrorist organizations such as Hamas, Islamic Jihad, and the Al-Aqsa Martyrs Brigade. Today, the city is a center within Judea and Samaria for these terrorist organizations to recruit new members and build their terrorist operations. Recently, the IDF has been carrying out an extensive intelligence-based counter-terrorism operation in Jenin with the goal of dismantling terrorism. So far, our forces have eliminated 30 terrorists, apprehended more than 100 wanted individuals, and confiscated dozens of weapons. IDF troops have been operating in Jenin against terrorists fighting from inside the Jabaliyat and Khakis ibn al-Walid mosques. Our soldiers found a shooting range on the lower floor of the mosque, as well as a training area and shooting position adjacent to the mosque, revealing how terrorists in this city embed themselves into civilian areas at the risk of local civilians. The IDF is continuing to dismantle terrorist activity in Jenin and in other areas of Judea and Samaria, preventing the spread of further terrorist activity. We will continue operating wherever terrorism appears. In the West Bank, the IDF is deploying snipers to ambush Palestinians throwing objects at cars. Utilizing intelligence to predict where attacks will take place, marksmen conceal themselves, lying in wait. How many Palestinians do you estimate that you've shot over this time period? In the last year, since October the 7th, I estimate more than 100. It really depends on the type of attack that the Palestinian has come to do. If he's come to throw a stone, I don't always kill. I injure him in the knee with accurate fire in order to neutralize him and to create a deterrence not to approach the area again. And if he comes with something more dangerous, like a Molotov cocktail, an explosive device, or a weapon, then I make a precise shot to eliminate him. Other means of preventing attacks against cars traveling through the West Bank have been tried and proved ineffective, the commander says. What we see here is 3 guys preparing to throw stones at Route 60, where cars are traveling at 70 miles per hour. A stone hitting you at this speed destroys lives. We see the guys collect stones through the thermal scope, actually bending down to pick them up. 2 of them take a forward position, overlooking the cars, so they can throw at the windshield. The guy on the left is preparing to throw. We are ready. As soon as he throws, we fire accurately. The guy on the left falls. The other on the right runs 20 to 30 meters and falls behind a bush. We are already pursuing them at this stage. The young soldiers at his command say they understand the responsibility resting on their trigger fingers. It's a big feeling because you understand the importance of what you're doing. So if, say, there's a terrorist that comes to throw Molotovs on speeding cars on the highway, you know, you can easily get into an accident and kill people. But how easily can a tall teenager be misidentified as an adult when viewed through a thermal sight? If we look back at the area's history and intelligence patterns, most of the attackers are over the age of 18. It's important to say that. There have been cases where we identified a 14 to 15-year-old minor who is very short and skinny, and we don't shoot. We detain him on the spot. But usually we manage to identify. Our soldiers are very professional. When such tactics are employed, attacks against cars in an area reduce, the sniper company commander says.
leaving his troops ready to deploy to the next ambush. Notre livre enquête est aussi une histoire non autorisée. On ne vous la racontera nulle part ailleurs. Ce sont des histoires d'hommes. Une histoire qui change aujourd'hui la face du monde. Le 7 octobre 2023 s'est produit le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah. À 6 h du matin, les militants du Hamas ont envahi le sud d'Israël pour commettre les pires horreurs avec une indescriptible cruauté. 1200 morts, 7400 blessés, 243 otages. Un bilan tragique, mais qui ne dit pas l'essentiel. Comment Israël a choisi de riposter au 7 octobre? C'est ce que vous allez apprendre dans notre livre Enquête. 7 octobre, la riposte est le résultat de mois d'enquête afin de raconter cette guerre qui se joue sous nos yeux. Mais c'est une guerre secrète, une guerre de l'ombre. Vous lirez comment elle s'appuie sur les services secrets, le fameux Mossad. Nous détaillons ces opérations très spéciales d'espionnage, de contre-espionnage, la fin par exemple tragique de Fouad Choukr, cerné grâce aux écoutes de ses 4 maîtresses, l'élimination en plein Téhéran dans une résidence hautement surveillée, présidentielle, d'Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, mais aussi l'incroyable opération Pager où 4000 beepers et autant de talkie-walkie ont décimé l'ensemble du commandement du Hezbollah. Notre livre enquête est aussi une histoire non autorisée. On ne vous la racontera nulle part ailleurs. Ce sont des histoires d'hommes qui ont fait l'histoire. Une histoire qui change aujourd'hui la face du monde. Depuis le début de la guerre, Israël a facilité la livraison de plus de 1 million de tonnes d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Rien qu'en octobre, nous avons livré aux alentours de 25 000 tonnes d'aide par le passage d'Erez, le passage de Kerem Shalom et d'autres, contenant de la nourriture, de l'eau, des fournitures médicales et des abris. Tsahal continuera de faciliter ses missions d'aide humanitaire en coopération avec le COGAT, tout en travaillant à éliminer la menace du Hamas. Voici votre itinéraire à travers les conflits géopolitiques qui sont enracinés au Moyen-Orient et influencent le monde entier. Attention, tout tourne autour d'un seul pays, l'Iran. L'Iran dispose d'un réseau de proxys et d'alliés et fait tout ce qu'il peut pour promouvoir son agenda terroriste. Arrêt numéro 1, le Liban. C'est là que se trouvent les principales forces du Hezbollah et où l'Iran agit comme un ennemi de première ligne d'Israël. Arrêt numéro 2, Gaza. C'est là que se trouve le Hamas et le djihad islamique palestinien qui reçoivent le soutien iranien pour alimenter leur conflit en cours avec Israël. Arrêt numéro 3, le Yémen. C'est là que sont basés les Houthis, Ansar Allah, qui lancent des attaques aériennes vers Israël avec le soutien des armes et de l'expertise iranienne. Arrêt numéro 4, l'Irak. C'est là que les milices chiites, fortement soutenues par l'Iran, dominent les agendas sécuritaires et politiques de l'Irak. Arrêt numéro 5, la Syrie. C'est là que d'autres milices chiites venant d'Afghanistan, du Pakistan et d'autres pays combattent sous le commandement de l'Iran. L'Iran est une menace pour tout le monde. L'Iran est partout. Voici une vidéo de Sinwar quelques heures avant le massacre du 7 octobre. On peut y voir Sinwar cachant sa famille du matériel, des lits, des oreillers, de la nourriture, de l'eau et une télévision dans le réseau de tunnels souterrains du Hamas, à Khan Younis. Alors qu'il se cachait dans les tunnels de Khan Younis, Sinwar a ordonné l'attaque du 7 octobre. L'armée de terroristes de Sinwar a envahi Israël, a assassiné des familles, a violé des femmes et a kidnappé des hommes et des femmes, des enfants et des bébés à Gaza. 101 de ces otages sont toujours détenus à Gaza après un an de captivité. Tout au long de cette guerre que Sinwar a commencé, il a continué à se cacher sous le peuple de Gaza. C'est un luxe que les habitants de Gaza n'avaient pas, car Sinwar s'est toujours placé avant les autres. Lui, son argent et les terroristes du Hamas avant la population de Gaza. Cher Sinwar, cette lettre est pour toi, de la part du peuple d'Israël. Disons-le clairement, nous sommes heureux que tu sois parti. Rappelons au monde certains des événements auxquels tu as participé. En 7 ans, en tant que leader du Hamas à Gaza, tu n'as fait que massacrer, kidnapper et terroriser tant des Israéliens que des Gazaouis. Tu as provoqué des émeutes à la frontière entre Israël et Gaza de 2018 à 2019, lors desquelles le Hamas a tiré des coups de feu et lancé des explosifs sur les forces israéliennes. Ton organisation terroriste a tiré plus de 4000 roquettes sur Israël en 2021, tuant 13 Israéliens. Ton dernier acte, qui a causé des dégâts sur plusieurs générations, a été le massacre du 7 octobre, où tu étais responsable du meurtre de plus de 1200 personnes et de l'enlèvement de 251 autres. 101 d'entre eux sont toujours détenus en otage par les terroristes à Gaza. Tu n'as pas seulement participé à ces événements,
Tu étais le cerveau derrière eux. Tu étais le leader du Hamas, un meurtrier, un terroriste et une menace pour le monde. Bon débarras, Sinoir. Tu ne manqueras à personne. Vous avez déjà notre Les gens semblent confus. Ceux qui pensent défendre les droits de l'homme soutiennent en réalité le Hezbollah. Mais détruire l'économie libanaise, forcer les civils libanais à se retrouver en zone de guerre et lancer plus de 12 500 roquettes sur les civils israéliens n'est pas exactement conforme aux droits de l'homme. Ce n'est pas non plus le cas du fondateur et chef récemment éliminé du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui appelait régulièrement à l'anéantissement des États-Unis et d'Israël. Vous êtes sans doute encore un peu confus par l'armée terroriste la plus dangereuse du monde. Ne vous contentez pas d'écouter les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et d'autres pays occidentaux qui reconnaissent depuis longtemps le Hezbollah comme une organisation terroriste. Regardez les milliers d'innocents américains, français, argentins, bulgares et israéliens que le Hezbollah a tués et blessés dans des attentats suicides et des attaques au cours des 40 dernières années. Blanchir le Hezbollah n'est pas seulement antisémite, c'est contraire aux valeurs occidentales. Alors la prochaine fois que vous voulez défendre les droits de l'homme, commencez par condamner le Hezbollah. Les gens semblent confus. Ceux qui pensent défendre les droits de l'homme soutiennent en réalité le Hezbollah. Cette année, depuis que le Hezbollah rejoint la guerre contre Israël, qu'a accompli Tsahal ? Nous avons démantelé toute la direction du Hezbollah, y compris l'élimination de Hassan Nasrallah. Nous avons mené plus de 2000 frappes sur les armes et les infrastructures du Hezbollah. Nous avons opéré à travers le Moyen-Orient pour couper la chaîne d'approvisionnement d'armes du Hezbollah. Nous avons commencé des opérations terrestres précises et limitées au Liban, éliminant au moins 440 terroristes du Hezbollah en une semaine. Nous avons détruit des centaines de mètres de tunnels du Hezbollah qui étaient destinés à être utilisés lors d'une attaque similaire au 7 octobre contre Israël. Nous avons explosé d'importants stocks de missiles au cœur du Liban, montrant à quel point le Hezbollah utilise les civils libanais comme boucliers humains. Et nous avons détruit ces armes. Nous ne cesserons jamais de nous battre tant que les 60 000 civils israéliens évacués ne pourront pas retourner chez eux. Voici les questions que vous devriez poser à propos de l'Iran. Que s'est-il passé en Israël le 1er octobre 2024 ? L'Iran a tiré plus de 180 missiles balistiques vers Israël. Leur cible était des maisons, des écoles, des lieux saints et des civils innocents. Des gens à travers tout le pays se sont réfugiés dans des abris pendant que les missiles étaient interceptés au-dessus de leur tête. Que faisait l'Iran l'année dernière ? L'Iran a fourni au Hamas de l'argent, des missiles et des munitions nécessaires pour mener le massacre du 7 octobre. Le 1er octobre 2024, l'Iran a attaqué Israël pour la deuxième fois en lançant directement depuis son territoire des missiles balistiques avec l'intention de tuer. Qui combat pour l'Iran ? Le corps des gardiens de la révolution islamique, au pouvoir depuis la révolution islamique de 1979. Ils sont tristement célèbres pour leur violation des droits de l'homme et pour le terrorisme à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran. Quel est l'objectif de l'Iran ? Promouvoir leurs principes islamiques révolutionnaires, non seulement à travers le Moyen-Orient, mais dans le monde entier. Ils ont attaqué des civils sur presque tous les continents par l'intermédiaire de leurs proxys et ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Nous ne cesserons pas de défendre notre peuple. Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning. Les dessous de cette opération du Mossad en plein Iran, en plein régime des mollahs qui a permis de décapiter toute une partie de l'armée iranienne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce qui s'est passé est spectaculaire, Stéphane. Oui, c'est une opération qui s'inscrit évidemment dans cette guerre que Israël a pensée et accélérée depuis le 7 octobre 2023. Vous savez que depuis longtemps, le nucléaire iranien est dans le viseur d'Israël, qui se sent seul, je dirais, habilité à faire le gendarme dans cette partie du monde, sous évidemment protectorat américain, on va dire. Mais en tout cas, ce sont les Israéliens qui surveillent du coin de l'œil depuis très longtemps l'état d'avancement des recherches sur l'atome en Iran. Et il se trouve donc que la nuit du 12 au 13 juin, un nouveau pas a été franchi. On a eu l'occasion sur votre antenne de parler de tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre 2023, comment Israël a pu frapper ici ou là sur le territoire iranien. Je pense notamment à l'assassinat du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, le 31 juillet 2024. Mais là, dans la nuit du 12 au 13, à partir de 2h30 du matin, eh bien, une nouvelle étape a été franchie et les services secrets israéliens ont travaillé main dans la main avec Tsahal, l'armée israélienne, pour faire vaciller le régime, car c'est bien de cela dont il s'agit. En fait, l'opération s'est déroulée sur plusieurs fronts. D'une part, il s'est agi de décapiter la chaîne du commandement iranien, comme ça s'est un peu passé finalement avec le Hezbollah en septembre de 2024, où on avait vu 4000 beepers piégés,
explosé un peu partout sur le territoire libanais. Eh bien là, ce qui s'est passé, c'est un peu différent. Il s'est en fait trouvé que toute la chaîne du commandement, parce qu'on a parlé des deux généraux principaux, le général Salami et le général Bagheri, mais il y a eu à peu près tous les grands généraux iraniens ont été éliminés dans cette nuit. Il faut se rendre compte de ce que ça représente. Pensez le chef de la marine, le chef de l'armée de l'air, le chef des gardiens de la révolution, toute une bonne partie de l'état-major iranien. Je cite un responsable, mon cher Stéphane, qu'on aille un petit peu dans le détail. C'est un responsable, haut responsable de sécurité israélien, cité sur la chaîne américaine Fox News. Je le cite: nous avons mené des activités spécifiques pour mieux les connaître, puis nous avons utilisé ces informations pour influencer leur comportement. En d'autres termes, le Mossad a fait en sorte que tous les commandants iraniens se retrouvent au même endroit pour ensuite les éliminer. Exactement. Il s'est trouvé qu'en fait, l'opération s'est déroulée en plusieurs temps. Le premier temps, ça a été de neutraliser une possible riposte iranienne avec les missiles anti-aériens, puisque des avions furtifs ont été envoyés en Israël. Et pour ce faire, on a découvert qu'en fait, le Mossad avait caché des drones depuis très très longtemps aux portes de Téhéran, et que ce sont ces drones qui ont été frappés les missiles anti-aériens. Et puis, en fait, les frappes israéliennes se sont concentrées sur une réunion de chefs d'état-major qui a été en quelque sorte provoquée, puisque, curieusement, la veille, et je fais partie de tous ces gens qui ont posté des informations en disant « Attention, des avions furtifs se sont concentrés dans le Negev, l'opération est en cours, etc. » En fait, tout ça était destiné, finalement, à mettre en alerte les chefs iraniens pour les concentrer dans un seul et même endroit. Ce qui s'est passé, et une fois que ceci était concentré, eh bien évidemment les frappes ont pu avoir lieu. Mais le Mossad a aussi renseigné Tsahal pour savoir qu'un certain nombre de ces généraux étaient aussi manquants, que certains étaient chez eux, que certains étaient même au fond de leur lit au moment où l'opération s'est passée, et ceux-là ont été frappés en pleine nuit de missiles de tir extrêmement précis. Par exemple, j'ai eu la chance de voir les images du domicile du général Salami. C'est impressionnant. On voit, c'est un appartement qui fait un angle, et le missile est rentré d'un côté, a enflammé l'appartement totalement, et il est noir, et on voit de la fumée qui ressort de l'autre côté. Il ne reste plus rien vraisemblablement de l'appartement, mais les appartements au-dessus ne sont pas touchés. C'est ce qu'on appelle des ciblages extrêmement fins qui n'ont pas fait de dégâts, cela dans la population civile, parce que par ailleurs, il y a eu évidemment d'autres Iraniens civils qui ont été touchés dans ces frappes israéliennes. Oui, c'est une vengeance absolument spectaculaire, annoncée de longue date d'ailleurs. Les Américains étaient au courant. La preuve d'ailleurs, juste avant l'attaque, les commandes de pizza autour du Pentagone ont explosé. C'est quelque chose qui commence à devenir habituel. On peut tout observer en temps réel. Merci beaucoup Stéphane Simon pour cet éclairage. Je vous encourage tous sur Sud Radio à lire tous les détails de la riposte israélienne au 7 octobre. C'est dans votre livre, celui que vous avez coécrit sur Sud Radio. On en parle régulièrement. Abonnez-vous à cette chaîne pour soutenir Israël. Et si la vidéo vous a plu, de mettre un pouce vers le haut. Merci. Israël, oh Israël, tu vas gagner. Tes ennemis seront terrassés. Dieu l'Éternel va te secourir. Yahvé l'Éternel va te guérir. Abonnez-vous à cette chaîne pour soutenir Israël. Et si la vidéo vous a plu, de mettre un pouce vers le haut. Merci. Je montrais qu'il va y avoir de plus en plus de ces soulèvements, que le sang va couler à bien des égards. Parce que, vous voyez, dans le fond, on n'a pas su, encore une fois, intégrer, reconnaître, accepter, pas canoniser, mais se rendre compte que cette violence nous constitue, et qu'est-ce qu'on fait avec? Ça n'est que le début. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un groupe de personnes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur provenance, quelle que soit leur religion, qui
ne fonctionne qu'avec de la violence et qu'en face, la seule chose que tu as à leur opposer, c'est « Mais dis donc, c'est pas gentil d'aller dans des fêtes et de tuer des gens, c'est cacaboudin. Mais il faut pas le faire. Tu vas faire 6 mois d'atelier pâte à sel et tu vas écrire en pâte à modeler « Tuer des gens, c'est cacaboudin. » Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Ils vont continuer, ils vont recommencer. Et systématiquement, la fenêtre d'Overton, je crois que c'est ça le terme, vous m'excuserez si jamais c'est une erreur, c'est l'émotion, elle va être repoussée. La fenêtre d'Overton, tu sais ce que c'est? C'est je sors dans la rue, je vois 2 mecs se mettre une patate dans la gueule, ça me choque. Demain, je vois 2 mecs se poignarder. La patate dans la gueule me choque moins, mais c'est le couteau qui me choque. Demain, je vois 2 mecs se tirer dessus, le couteau me choque moins. And again, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les amis, c'est normal, les politiques ne font rien. Parce que faire quelque chose, c'est, oh là là, on veut protéger la paix sociale, il faut pas dire les termes, il faut pas dire les choses, il faut pas choquer les gens, nani nana, nani nana. Les mecs, ils vont se faire bracelet électronique à la maison, tranquillou bilou, il y aura pas de problème. On va dire, oui, mesquina, leur papa, il était pas là, à Noël 2002, ils ont pas eu leur bateau Playmobil ou la PlayStation 3. Et c'est reparti. Et ça continue encore et encore et encore. Donc en fait, il n'y a même pas à dire quoi que ce soit. Il va y avoir une marche blanche, ça va durer 15 jours et on va recommencer. J'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Je sais pas vous, mais moi j'en peux plus. C'est-à-dire la technocratie, la bureaucratie, les journalistes, soyons clairs, des mainstream qui répondent là-dessus, les fameux experts qui n'ont rien à dire d'une certaine manière, tous ces gens restent, je dirais, sur une conception très ancienne du monde de la modernité. C'est-à-dire une conception progressiste, rationaliste, individualiste. Voilà pour moi le tripode moderne. Et cette élite, et les pouvoirs publics en particulier, la bureaucratie française en est l'expression achevée. Regardez comment ce mot de progressisme, être laïque, la laïcité, qu'est-ce qui se rationnel, hein, encore le président a ces mots à la bouche, il n'a rien à dire, donc il le dit bien évidemment. Oh, vous savez, vous m'embêtez de parler d'Emmanuel Macron. J'ai dit ce que j'avais à dire de lui dans divers de mes livres précédents. Platon, dans La République, quand il montre comment la démocratie est en dégénérescence, il dit ce qui va triompher, c'est la théatrocratie. Et je me suis appuyé sur ce mot de Platon pour dire qu'actuellement c'est exactement cela, c'est-à-dire que notre président est un théâtreux, il fait de la théâtralisation, il n'a rien à dire, donc il le dit. Hein. C'est ce grand théoricien qui est Raymond DeVos qui dit « quand j'ai rien à dire, je veux que ça se sache ». Et quand on entend un discours du président, bon, qui est un énarque, et qui a chez moi, dans mon petit village, on dit « il est instruit et pas intelligent ». Help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning. C'est ça que vous appelez traiter comme des chiens. On leur a donné du boulot. Ensuite, on a fait venir leurs femmes, leurs enfants. On avait sauvé leurs enfants, parce que c'est la médecine française qui sauvait leurs enfants. Je vous rappelle que moi, mes ancêtres étaient en Algérie. Et on mourait du choléra et du typhus comme pas un. Hein? Ça tombait comme des mouches. C'était ça l'Algérie. C'était un cloaque. C'était des marais incessants et la France a assaini tout cela. La médecine française a permis à ces gens qui étaient 2 millions d'habitants en 1830 d'être 10 millions en 1962 et 40 millions aujourd'hui. C'est ça, les appeler comme des chiens. On les a fait venir, on leur a donné les allocations familiales, on leur a permis d'aller à l'école, on leur a permis d'apprendre la langue française, la magnifique littérature française. On les a mis dans des HLM alors qu'ils vivaient dans des gourbis. C'est ça que vous appelez traiter comme des chiens. On les a remis dans des gourbis, non? Non, pas du tout. Les HLM ont été transformés par des gourbis par la population elle-même. Quand il y a une population autre, les HLM sont impeccables. Et il n'y a pas de dégradation et il n'y a pas de vol. Bon, alors arrêtez avec ça. On ne les a pas maltraités du tout. D'ailleurs, je discute avec beaucoup de Maghrébins, en particulier les Kabyles, qui le savent très bien. La France a été bonne fille et bonne mère et très généreuse. Et on ne les a pas parqués. On les a mis dans des HLM où nous étions, nous, les pieds noirs. Simplement, ce sont eux qui ont chassé les autres. Ils ont chassé les autres parce qu'ils ont été... D'abord, ils ont imposé leur mode de vie, comme là-bas, et en plus, il y a eu des bandes maghrébines qui ont commencé à faire la loi, à voler on disait à l'époque, les autoradios. C'était le vol des autoradios, ça a commencé comme ça, dans fin des années 70. Donc, moi, j'avais toute ma famille dans les banlieues.
Je sais exactement ce qui s'est passé. Je l'ai vu. Hein. Donc ne me racontez pas d'histoire. Вот коренные французы. Тут одни коренные французы. Одни коренные французы. Видите? Вот Франция, ребят. Я ж ничего не придумываю. А где белый-то? Тихо ты, брат. Тихо ты, вот белые, смотри. Ну, я решил такое видео записать, чтобы вы просто понимали. La chance que nous avons à Paris, c'est d'avoir 2 journées, le 14 et le 15 juillet 2024, qui vont être consacrées au parcours de la flamme. Puis le 15 juillet, passage dans nos quartiers, parce qu'on a envie de partager avec le monde entier ce que fait la richesse de Paris. Bon, je vais rentrer dans le vif du sujet, donc directement. La mort de l'Europe après la Shoah. Après Auschwitz ou la Shoah, comme vous voulez. D'ailleurs, ça rejoint un peu le thème. Vous savez, quand on avait abordé le thème, j'avais abordé le thème, le sens de l'histoire. Et David, à juste raison, nous disait que pour lui, il n'y avait plus d'histoire après, hein, que l'histoire s'arrêtait à la Shoah. Eh bien, ça rejoint un peu, je vais vous dire, ça rejoint un peu ce que disait déjà en 2004, un écrivain espagnol, dont je vous tairai pour le moment le nom. J'ai retrouvé ses écrits qui ont paru en 2004, 2005, vous savez, après l'attentat à la bombe à Barcelone ou à Madrid. C'était à Madrid, je crois. Alors, ce qu'il dit, très intéressant, il y a une vingtaine d'années déjà, pour ainsi dire. Il ne faut pas beaucoup... alors, je rappelle, donc, c'était un Espagnol, après l'attentat à la bombe à Madrid en 2004-2005. Et je crois qu'il a écrit ça en 2008, en se promenant dans les rues de Barcelone. Alors, il dit, il ne faut pas beaucoup d'imagination pour extrapoler ce message au reste de l'Europe et éventuellement au reste du monde. Ce n'est pas de la propagande, les faits parlent d'eux-mêmes. Pour lui, donc, toutes les villes européennes sont mortes à Auschwitz. Hein? Alors, je marchais dans la rue, il dit, je marchais dans la rue à Barcelone, et soudain, je découvris une vérité terrible, ou une terrible vérité. L'Europe est morte à la Shoah. Nous avons tué 6 millions de Juifs, et nous les avons remplacés par, il disait 30 millions à l'époque. Alors, on peut maintenant, chiffre exponentiel, on pourrait dire maintenant 60 millions de mumus. À Auschwitz, nous avons brûlé une culture, la pensée, la créativité, le talent. Nous avons détruit le peuple élu, un peuple merveilleux qui a changé la destinée du monde. La contribution de ce peuple se fait sentir dans tous les domaines de la vie. Sciences, art, commerce, international et surtout comme la conscience du monde. Ce sont des gens que nous avons brûlés. Sous prétexte, écoutez bien, c'est ça qui est intéressant, sous prétexte de tolérance. Et parce que nous voulions prouver à nous-mêmes que nous avons été guéris de la maladie du racisme. Nous avons ouvert nos portes à 40 millions de mumus qui nous ont apporté la stupidité et l'ignorance, l'extrémisme religieux et le manque de tolérance, la criminalité et la pauvreté due à un manque de volonté de travailler et de soutenir leur famille avec fierté. Ils ont fait sauter nos trains,
et ont transformé nos belles villes espagnoles dans le tiers-monde, noyées dans la crasse et la criminalité. Enfermés dans des appartements qu'ils reçoivent gratuitement du gouvernement, ils planifient d'assassiner et de détruire leurs hôtes naïfs. Ainsi, dans notre misère, nous avons échangé la culture pour de la haine fanatique, le savoir-faire créatif pour des compétences destructrices, excusez-moi, l'intelligence pour le retour en arrière et la superstition. Nous avons échangé la poursuite de la paix prônée par les Juifs d'Europe et leur talent, leur détermination de s'accrocher à la vie pour des personnes consommées par le désir de mort, pour eux, pour les autres, pour nos enfants et pour les leurs. Quelle terrible erreur a été faite par la misérable Europe. La population islamique mondiale est d'environ 1,4 milliard. Ces 20% de la population mondiale n'ont reçu pratiquement aucun prix Nobel. Les populations juives mondiales, et approximativement, j'arrondis, il avait dit 14, disons 18 millions de personnes, ces 18 millions, soit environ 0,02% de la population mondiale, ont reçu une quantité incroyable de prix Nobel. Les J ne font pas la promotion du lavage de cerveau. Des enfants dans les camps de formation militaire, ils ne leur apprennent pas à se faire exploser et à causer le maximum de morts de J et d'autres, de chrétiens, enfin de tout ce qui n'est pas mumu. Les Juifs ne détournent pas des avions, ne tuent pas les athlètes lors des Jeux Olympiques et ne se font pas exploser dans les restos ou dans des sous-préfectures. Il n'y a pas un seul J qui a détruit une église. Il n'y a pas un seul J qui proteste en tuant des gens, en gueulant en Dieu est grand. Les J ne font pas le trafic d'esclaves, n'ont pas de dirigeants qui appellent au djihad et à la mort de tous les infidèles. Peut-être les mumus du monde devraient-ils considérer à investir plus dans l'enseignement ordinaire et moins de blâmer les J pour tous leurs problèmes. Les mumus doivent demander ce qu'ils peuvent faire pour l'humanité avant d'exiger que l'humanité les respecte. Indépendamment de vos sentiments à propos de la crise entre Israël et PAL et les voisins arabes, même si vous croyez qu'il y a plus de culpabilité de la part d'Israël, les deux phrases suivantes disent vraiment tout. Si les Arabes déposaient des armes aujourd'hui, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de violence. Si les Juifs, disons, déposaient leurs armes aujourd'hui, il n'y aurait plus d'Israël. Le général Eisenhower nous avait averti, c'est un fait historique. Lorsque le commandant suprême des forces alliées, le général Dwight Eisenhower, a trouvé les victimes des camps de mort, il a ordonné de prendre toutes les photographies possibles du peuple allemand, des villages environnants, à visiter les camps et même à déterrer les morts. Il a fait cela parce qu'il a dit des mots à cet effet. Rassemblez tous les dossiers et documents maintenant, saisissez les films, faites parler les témoins, parce que quelque part sur la route de l'histoire, quelques bâtards vont se lever et dire que cela n'est jamais arrivé. On le voit, récemment. Or, récemment, le Royaume-Uni a débattu pour savoir s'il fallait supprimer la Shoah dans son cursus scolaire, car il offense la population mumu qui affirme que ça n'a jamais eu lieu. Ce n'est pas encore supprimé. Cependant, c'est un signe effrayant de la peur qui paralyse le monde et combien il est facile pour chaque pays d'être paralysé par elle. Ouais. Alors, je reprends donc les phrases clés. Au final, on doit se dire que nous avons brûlé à Auschwitz la culture,
l'intelligence et la capacité de créer. Nous avons échangé la culture pour le fanatisme, la capacité de créer pour la volonté de détruire, l'intelligence pour la superstition. Nous avons échangé l'instinct de transcendance des J qui, même dans les pires conditions inimaginables, ont toujours été à la recherche d'un monde meilleur, un monde pacifique, contre quoi nous l'avons échangé? Pour la pulsion suicidaire. Nous avons échangé l'orgueil de vivre pour une obsession systématique mortifère. C'est-à-dire la mort, notre mort, celle de nos enfants, celle de nos descendants. C'est un écrivain espagnol très célèbre qui a écrit ça. Je vous donne son nom. Il s'appelle, puisqu'il n'est pas mort, Sébastien Vivar Rodriguez. Malheureusement, je dois dire que vous voyez, pas suivi par le gouvernement espagnol, puisque le gouvernement, lors de l'UNO, a voté pour. C'est pas abstenu comme l'Allemagne même, elle a voté pour la résolution. Malheureusement, donc, aussi, un oasis dans ce désert de la jouissance du mal. Voilà, je croyais, j'ai tenu 5-6 minutes, je voulais pas faire plus de 6-7 minutes pour rentrer dans le thème. Cher Marcel, une fois n'est pas coutume, je dois vraiment vous féliciter. Vraiment. Vous m'avez offert ce 19 novembre une introduction sur votre sujet. C'est même une introduction, un développement et une conclusion. Dans cette synthèse que vous avez faite, je crois, c'est la meilleure prestation que vous ayez pu faire sur la chaîne. Et vous savez que parfois j'ai la dent dure avec vous, mais que je sais que on accepte de se renvoyer des échanges parfois musclés. Mais là, vous avez traité votre sujet d'une façon impeccable. En tout cas, les médias l'avaient rêvé et les régimes spéciaux l'ont fait. Vous vous souvenez, quand il y a eu les Gilets jaunes, tout le monde se lamentait sur les corps intermédiaires qui sont méprisés par Macron et puis maintenant par le peuple. Enfin bon, tout allait à volo. Et là, vous voyez, on a de nouveau le gentil et le méchant, l'icône des médias, Laurent Berger, à qui on passe tout, et le pauvre Martinez, qui même quand il dit des choses intéressantes, se fait brocarder ou tancer. Enfin voilà, on a retrouvé notre village Potemkin du syndicalisme français. Village Potemkin, ça veut dire que les syndicats ne sont plus aujourd'hui le reflet de la vraie vie? Enfin, tout le monde le sait. Ouais. Ils ne représentent plus rien, ils ont quelques petits bastions, plus personne ne vote pour eux, ils sont représentatifs de rien. On l'a bien vu pour les Gilets jaunes, ils ont regardé à la télévision, comme tout le monde, les manifestations de Gilets jaunes. Vous voyez, quand il y a un vrai mouvement social qui pose des questions, il n'y a personne. Là, on voit bien qu'ils ont été remis en selle. C'est marrant d'ailleurs, parce que on a reproché à Macron de les mépriser, les maires, les élus locaux et puis les élus syndicaux. Il a fait l'effort et paf, il se reprend ça en pleine poire. C'est assez étonnant, je trouve. Mais cette mobilisation qu'on voit depuis plusieurs jours, elle est réelle quand même. Ça n'est pas une fiction. Ah non, vous avez tout à fait raison, elle est réelle, mais ça n'a rien à voir avec les syndicats. Elle est réelle parce que les gens s'inquiètent pour leur retraite, et s'inquiètent légitimement. D'ailleurs, je note que ce qu'avait accepté initialement Laurent Berger, c'est-à-dire le système à points, est le système le plus dangereux en vérité, parce qu'il permet à Bercy d'appuyer sur un bouton et de pouvoir baisser le point à volonté, comme ça s'est passé en Suède à plusieurs reprises. Et les gens ont mis 1 mois à le comprendre. Laurent Berger n'a toujours pas compris. Lui, il pleure parce qu'on veut, d'ailleurs je trouve avec raison, augmenter l'âge vous voyez, la durée la durée de vie qui s'allonge et donc la durée de cotisation. Donc vous voyez, tout ça est très mélangé. Les gens sont affolés.
Et vraiment légitimement. Le gouvernement a vraiment été très maladroit et très amateur. Mais Martinez n'y est pour rien. Mais Martinez et Berger n'y sont pour rien. Vous distinguez cette mobilisation syndicale de celle des Gilets jaunes. Ce ne sont pas les mêmes gens. Vous ne croyez pas à une convergence des luttes, comme on disait avant? Non. Ah non, franchement, non. Je pense que ce ne sont pas les mêmes gens. On le voit. Les gens qui étaient sur les ronds-points, c'est la France périphérique. Alors peut-être qu'il y a des gens de la France périphérique qui étaient cheminots, qui étaient, oui, mais on voit bien que c'est pas la même organisation, on voit bien que c'est pas les mêmes revendications. Il y a les inclus et les exclus? Non, c'est pas ce que je dirais. Je dirais que, vous savez, même quand on est inclus à la CGT, oui, et que on est, comment dire, cheminot ou conducteur de transport, bon, on n'est pas vraiment richissime, hein, faut pas non plus exagérer. On vit modestement. Il y a une angoisse collective du pays qui voit son modèle se disloquer et puis, si vous voulez, ses conditions sociales s'écorner petit à petit. Voilà, mais ça, gilet jaune ou pas gilet jaune, cheminot ou pas cheminot, me semble-t-il. Merci Éric Zemmour. Bien, l'idée, ça s'inscrit dans une critique globale du système médiatique. Et l'idée était de faire une cérémonie un peu drôle, un peu parodique, pour récompenser ce qu'on appelait dès le début les meilleurs des journalistes. C'est-à-dire ceux dont le métier est de servir le politiquement correct, puisque sinon ils ne seraient pas journalistes dans les grands médias, et qui, pour servir le politiquement correct, eh bien, n'hésitent pas à bobarder, à raconter des choses qui sont en décalage complet par rapport à la réalité, à mentir. D'où l'idée de bobard, qui est un vieux terme français. Le terme fake news anglo-saxon est arrivé 10 ans plus tard. Le terme français, c'est bobard. C'est un terme qui a notamment beaucoup prospéré pendant la guerre de 14, où il y avait le mot bouteillon, le mot bobard, ça circulait dans les tranchées, parce qu'évidemment, quand on est en guerre, il y a des bobards de guerre, forcément. Alors dans cet album, avec beaucoup de photos et beaucoup d'intervenants, vous dites... dont vous d'ailleurs, Martial. C'est vrai, j'ai participé à plusieurs années de ces bobards. Vous avez toujours professé d'ailleurs, puisque j'ai eu l'occasion de vous entendre lors de ces cérémonies, que le mur de la désinformation tombera. Mais cependant, on peut quand même peut-être vous reprocher que vous sortez l'artillerie du rire et de la moquerie pour combattre l'ennemi. Et c'est peut-être un peu léger quand même. Ou l'adversaire. Alors, si vous voulez, quand je dis le mur de la désinformation tombera, j'ai cru cela jusqu'en 2016. Je suis un peu moins optimiste depuis 2016, parce que jusqu'en 2016, il y avait une assez grande liberté sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et cette liberté, d'ailleurs, a produit 2 faits politiques majeurs, l'élection de Trump aux États-Unis et le Brexit en Grande-Bretagne. Et à partir de là, le système s'est ressaisi et a essayé de sauver le mur de la désinformation. Et donc, le combat est redevenu plus difficile depuis 2016, puisqu'on a non seulement la propagande médiatique, mais on a aussi maintenant un retour de la censure. Et ça, c'est très préoccupant. Alors, le bobard, vous le dites d'entrée de jeu, d'ailleurs, dans l'ouvrage, c'est l'arme suprême de la propagande. Vous indiquez que les règles de propagande, elles sont enseignées dans les écoles de journalisme. Vous poussez pas un peu, c'est pas du dépit, cela? Ce qu'on enseigne dans les écoles de journalisme, c'est pas tant de distinguer le vrai du faux que le bien du mal. Donc on se place dans une perspective idéologique où il y a le bien. Le bien, c'est ce qui est immigrationniste, c'est ce qui est homosexualiste, c'est ce qui vise à tout déconstruire. Ça, c'est le bien. Et le mal, eh bien, c'est ce qui vise à défendre les identités personnelles et les identités collectives des peuples. Donc il y a le bien, il y a le mal. Et on apprend dans les écoles de journalisme à servir le bien. Qu'est-ce que ça veut dire, servir le bien? Eh bien, ça veut dire mettre en avant tout ce qui peut aller dans le sens du bien. Je prends un exemple. Vous allez avoir une famille qui va dire « je veux un immigré chez moi ». Il n'y en a pas forcément beaucoup, mais vous allez en parler dans les médias. Vous allez avoir une manifestation contre l'installation d'un centre de migrants clandestins dans un village. Là, on n'en parlera pas. C'est parce que c'est toujours, ça servirait le camp du mal. Et donc, la première des désinformations, d'ailleurs, avant même le mensonge, c'est ce qui consiste à monter en épingle un petit fait qui va dans le sens politiquement correct,
et à cacher, occulter un fait important qui va dans le sens du politiquement incorrect. Alors là aussi, on peut vous dire qu'il y a quand même beaucoup de journalistes, y compris dans la presse, dans la grande presse, ou dans la presse de masse plutôt, qui font leur travail et qui ne sont pas avec cette idéologie un peu simpliste que vous évoquez, les méchants et les gentils. Il y a des affaires qui sont sorties par la grande presse. Oui, vous pensez à quoi ? Je vais vous en donner un exemple, puisque vous me le demandez. On a trouvé l'utilisation de corps par l'université Pierre Descartes, où les corps de gens qui donnent leur corps à la science ont été utilisés, revendus, découpés. Ça, c'est une étude et c'est une enquête de l'Express, par exemple. Oui. Alors, le monde n'est jamais ni totalement noir, ni totalement blanc. Donc, il y a de temps en temps de bonnes informations qui peuvent sortir dans la presse officielle. D'ailleurs, c'est un des reproches que la presse officielle a fait à la réinformation, c'est souvent de reprendre un certain nombre de faits qu'on peut trouver dans la presse officielle. Mais souvent, l'article de l'Express était assez visible, mais souvent, c'est un petit articulet, alors que le fait inverse aura la une, quoi. Voilà. Donc effectivement, il y a toujours des choses qui peuvent passer, bien sûr. Alors avant d'évoquer ou d'éplucher la liste des bobards les plus importants depuis 2010, et on a quand même une belle liste, vous n'hésitez pas à affirmer que le bobard le plus massif, le plus efficace, le plus déterminant, c'est le bobard invisible. Ça mérite quand même une explication. C'est quoi un bobard invisible ? Un bobard invisible, on ne sait pas que c'est un bobard. Vous avez un exemple ? On ne sait pas que c'est un bobard, on croit que c'est un bobard. Très souvent, c'est le cas notamment en politique internationale, où on affirme quelque chose, il n'y a pas beaucoup de moyens de savoir quelle est la réalité, quels sont les faits. On vous dit qu'il y a eu une attaque chimique en Syrie, les moyens de savoir que c'est un bobard, c'est assez difficile. On le sait généralement 6 mois, 1 an ou 2 ans après. Mais évidemment, le fait qu'on sache que c'est un bobard 1 an ou 2 ans après a beaucoup moins d'impact que le bobard n'en a eu au moment où il a été proféré. Alors venons-en à ces mensonges ou affabulations en tout genre. Alors, j'ai vu plusieurs fois qu'il y avait plusieurs catégories de bobards et même un prix spécial du jury. J'ai pas très bien compris comment ces catégories étaient décidées. Alors, il y a un peu d'arbitraire, c'est-à-dire qu'il y a le bobard, et puis il y a des petites gâteries, peut-on dire. Alors on a notamment créé de temps en temps la brosse à luire d'or, qui était parce que il se trouve que Alain Duhamel n'était pas récompensé et qu'il méritait par l'ensemble de son œuvre, donc il a eu une brosse à luire d'or. Il y a eu un certain nombre de petits clins d'œil humoristiques. Il y a aussi le capot d'or qui a été remis à Patrick Cohen, parce que c'est quand même un censeur de première magnitude. Il y a des petits prix particuliers. Enfin, l'essentiel, c'est des bobards, alors qu'on classe par catégorie. Ça peut varier d'une année à l'autre. L'an dernier, on avait fait, pour les derniers bobards, les prochains auront lieu le 24 février prochain, on avait fait les Golden Bobards pour les bobards internationaux, et on avait fait les bobards jaunes à propos des bobards de presse. Alors, si vous voulez, on voit d'ailleurs très bien sur l'affaire des Gilets jaunes. La presse a complètement occulté pendant 2 mois le fait qu'il y avait des violences gouvernementales sur les manifestants, le fait qu'il y avait des dizaines de blessés graves et des dizaines d'éborgnés. Ça a été occulté pendant 2 mois. Aujourd'hui, on en parle, mais ça n'a plus l'effet que cela aurait eu il y a 1 an. On a d'ailleurs récompensé ou cité France 2, où un journaliste était venu très solennellement pour le dire, il n'y a pas eu de violence policière. Alors, moi je suis assez d'accord, je pense que ce sont plutôt des violences gouvernementales, c'est-à-dire des violences policières qui ont été commanditées par le gouvernement. Mais le type qui vous dit froidement, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de violence, alors qu'il y a des dizaines de blessés graves et des dizaines d'éborgnés, c'est un bobardeur.
dans la liste des bobards d'or, quel est, c'est pas facile la question que je vais vous poser, celui ou ceux quand même que vous considérez comme les plus graves ou les plus grotesques? Moi, j'ai le souvenir du mien, puisque moi, j'en ai présenté un, c'était en 2017, voilà, c'était Yann Barthès et Hugo Clément pour le traitement d'un reportage sur la ville de Molenbeek-Saint-Jean, ni de djihadistes, mais nié par ces journalistes. Quel est pour vous, dans les 10 années, celui que vous avez considéré comme le plus grave, le plus grotesque, l'un ou l'autre ou les deux? Alors, le plus grotesque et le plus rigolo, c'est Poutine qui chasse le tigre, alors que le tigre a été anesthésié par une seringue hypodermique, mais il n'est absolument pas tué. Et ce qui est assez drôle dans ce bobard, c'est qu'il a été resservi par France 2 2 fois à 5 années d'intervalle, quoi. Donc, le bon bobard se recycle. Voilà. Il y a eu aussi le bobard Durand Soufflant, qui explique que les meurtriers de Jean-Claude Urvoas, l'homme qui regardait des lampadaires en Seine-Saint-Denis en 2005, étaient des Européens, alors que ce sont des gens qui viennent des Antilles, du Congo ou d'Algérie. Mais ce sont des Européens pour Durand Soufflant. Et ça a été resservi quelques années plus tard. Ça a été resservi en première instance et on a eu droit au même bobard en appel. Alors, ce qui est le plus grave, à mon avis, et le plus significatif, c'est ce que j'appelle le bobard total. C'est-à-dire quand toute la presse relaie le bobard. Et de ce point de vue-là, l'un des plus spectaculaires et des plus dramatiques aussi, c'est le bobard Merah. Merah, c'est ce tueur islamiste qui attaque des militaires à Montauban et attaque une école juive à Toulouse. On ne connaît de Merah qu'un homme casqué avec la visière sur le casque de Merah, avant qu'on ne découvre qui c'est. On a comme indication du suspect qu'un homme casqué avec la visière. Et vous avez quand même des médias, et pas n'importe lesquels, TF1, France 2 ou 20h. Donc là, on n'est plus dans le petit bleu des Côtes d'Armor. Hein. Non, on n'est plus dans le confidentiel. Qui vous disent, c'est un blond aux yeux bleus. Et le Canard enchaîné nous dit, le tueur de Toulouse sent le nazi. Voilà. Il se trouve que c'est un islamiste. C'est-à-dire qu'ils ont parlé... Quand même, là, je cite TF1, France 2, beaucoup d'autres médias, le Canard enchaîné, ils ont parlé alors qu'il suffisait de réfléchir, 5 secondes, pour se dire, non, on peut pas savoir, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose, on ne peut pas savoir, son visage est caché. Ça, c'est un bobard extraordinaire. Est-ce qu'ils sont manipulés, dans ce cas précis, est-ce qu'ils sont manipulés, ce qui semble être le cas, ou est-ce qu'ils sont manipulateurs, ou là les deux, mon capitaine? Je pense que le pouvoir leur distille... C'est ce que dit Claude Guéant dans son ouvrage, il dit qu'on leur a donné des informations dans ce sens. Je pense que le pouvoir distille, mais le journaliste doit évidemment, devrait avoir un minimum d'esprit critique, d'autant plus que là, il y a quand même des... Je veux dire, comment dire, comment est le type physique du personnage alors qu'on ne le connaît pas? Et si la police le connaît, alors elle doit pouvoir l'arrêter. Il y a un problème. Alors, vous dites que parmi les bobards, j'ai noté, non, l'ophtalmoraciste n'a pas refusé de soigner une enfant arabe. Eh ben non. Alors ça, c'est pareil, l'ophtalmoraciste, c'est un bobard où toute la presse, absolument, toute la presse plonge. Figaro, Nouvel Observateur, toute la presse plonge. Bon. TF1, France 2, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est un patient, qui est dans le salon d'attente de l'ophtalmo. Comme ça passe pas assez vite, il rentre brutalement dans la salle de consultation de l'ophtalmo avec son enfant. Et l'ophtalmo lui dit, je vous prie, monsieur, de sortir, je termine ma consultation. Et le patient impatient, comme il y en a beaucoup dans les salles d'urgence des hôpitaux, dans les salles d'attente des consultations des médecins, le patient impatient dit il m'a dit dégage châle arabe, et il a refusé de soigner ma fille de 6 ans. Alors évidemment, on comprend que ça suscite de l'émoi, sauf que tout ça est faux. Et vous avez une journaliste, Chloé Leprince, qui fait carrière maintenant à France Culture, qui a dénoncé l'ophtalmo en donnant son nom sans même l'appeler au préalable. Donc vous voyez le degré de
de déontologie qu'il peut y avoir, et elle continue sa carrière. Là encore, de Jean-Yves Le petite Gallou. délatrice. Jean-Yves Le Gallou, je laisserai répondre, mais Jean-Yves Le Gallou, est-ce que là c'est de l'intoxication ou on est dans de l'idéologie? Alors les deux, c'est-à-dire que faut vous placer du point de vue du journaliste qui apprend la nouvelle. Il va être pressé, il sent que l'affaire est bonne. Elle est bonne parce que l'affaire est affective, donc commercialement c'est bon, ça marche, ça va marcher, Coco. Et elle est bonne idéologiquement parce que ça dénonce le racisme. Donc, il est poussé à mettre ça en ligne tout de suite. S'il ne met pas en ligne tout de suite, et s'il ne met pas en papier tout de suite, parce qu'il y a la ligne puis le papier après, les autres vont le faire. Et s'il prend le temps de vérifier, eh bien, les autres sortent l'info avant lui. Et si l'info est vraie, il va être accusé, stigmatisé, comme on dit, par ses collègues qui vont lui dire « Mais enfin, pourquoi tu n'as pas sorti les infos ? Ça veut dire que quand même, tu dois pas penser très bien, etc. » Tandis que si passe l'info qui est fausse, comme tous les autres, il n'y a pas de problème. Donc, au fond, il y a une prime à la non-vérification de l'info à partir du moment où elle va dans le sens politiquement correct. Une info qui va dans le sens politiquement correct n'est pas vérifiée. Une info qui va dans le sens politiquement incorrect, elle est vérifiée 10 fois. Alors là, autre exemple où toute la presse plonge, c'est non, le brave garçon Théo Louaka n'a pas été violé par des policiers. Théo n'a pas été violé par les policiers. Non, alors ça, là aussi... Là, toute la presse a plongé. Absolument toute la presse. Mais alors là, c'est peut-être encore pire que pour Mera. Absolument toute la presse a plongé, alors que là encore... Et les politiques. Et les politiques, y compris M. Macron, hein. M. Macron qui, à l'époque, était contre les violences policières, quand on voit ce qu'il fait tous les jours depuis, les ordres qu'il donne... Les ordres, parce que les ordres qu'il a donnés sur les gilets jaunes, c'est des tirs de dissuasion. C'est-à-dire, c'est pas des tirs accidentels sur des manifestants pacifiques, c'est des tirs de dissuasion. Bon, ça commence à être reconnu d'ailleurs. Eh bien, tout le monde plonge. Alors que là aussi, il suffit de faire preuve d'un minimum de sens critique, puisque l'interpellation a lieu dans un lieu public. Bon, on va nous dire, un policier a violé une personne arrêtée dans le creux d'une cave de commissariat. Bon. Mais c'est un lieu public où il y a des caméras. Par conséquent, il est quand même peu vraisemblable que les policiers prennent ce type de risque devant les caméras. Et s'ils ont pris le type de risque devant les caméras, les caméras vont parler. D'ailleurs, les caméras ont parlé, mais on les a fait parler très tard. Mais la presse ne s'est pas posé cette question-là. Elle a considéré comme vraisemblable que des policiers à l'extérieur allaient violer un brave garçon qui était accessoirement un dealer et un homme qui détourne les aides sociales et les aides professionnelles, mais peu importe. On croit ça, pas le moindre esprit critique. Vous faites toutes les semaines une émission ici, à ma place, en lieu et place immédiat, et vous relevez bien évidemment tous les bobards de la semaine. Non, on ne relève pas tous les bobards de la semaine, parce qu'il faudrait faire une émission quotidienne. Amendement accepté. Voilà, oui, on ne relève pas tous les bobards. On relève les plus saillants, les plus spectaculaires. Vous en avez quelques-uns comme ça, là, des derniers que vous avez évoqués, vous avez comme ça à l'esprit. Oui. Alors, il y en a eu un qui est un bobard un peu sophistiqué, qui est un bobard France Culture, qui a expliqué, alors c'était un bobard docte, puisque c'était un professeur d'université qui expliquait qu'on avait blanchi les statues grecques parce qu'il fallait blanchir. Alors c'est vrai que les statues grecques étaient colorées, mais elles n'ont pas été blanchies. C'est simplement le temps qui a fait que le marbre est revenu à sa couleur naturelle. En tirer quelles conséquences ? C'était une volonté de blanchitude pour nier le fait qu'elles aient pu être de couleur. Enfin, c'est complètement hallucinant. Je voyais hier, on a découvert de nouvelles peintures à Pompéi.
Pompéi, puisqu'il y a eu une nouvelle fouille, eh bien, les personnages de Pompéi, bah oui, ils sont européens, ils sont blancs, c'est comme ça. Voilà, c'était Rome, c'était la Grèce. Il n'y a pas eu de blanchiment des populations antiques. Voilà. L'ouvrage Derrière le loisir, c'est aussi un outil de travail pour reconnaître, décrypter et dénoncer les mensonges médiatiques. C'est maintenant devenu votre mission, votre métier, ou est-ce que ça vous est tombé sur la tête? Vous dites en 2010, j'aurais jamais dû faire ça, parce que maintenant je suis prisonnier de la chasse aux bobards. Je suis un chasseur de bobards. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait carrière sur la chasse, être chasseur de bobards. Oui, alors non, je ne veux pas me limiter à la chasse aux bobards, mais en fait, quand nous avons créé Polémia, donc avant même les bobards, j'ai considéré qu'il y avait un champ d'action qui n'était finalement très peu occupé, qui était la critique des médias. Pour une raison très simple, c'est que la logique des médias dominants, c'est de dire si vous nous critiquez, on ne parlera plus jamais de vous. Et donc la majorité des gens, notamment dans le milieu politique, s'écrasent ou s'écrasaient parce qu'ils s'écrasent un peu moins maintenant quand même. S'écrasaient parce que vous avez critiqué, vous nous demandez la réponse, vous n'existez plus. Bon, il se trouve que moi, je considérais que j'avais plus besoin des médias. Et donc, je me suis lancé dans la critique des médias avec un certain nombre de développements dans la presse de réinformation, etc. Et les bobards, c'est un élément de la critique des médias. Je crois que c'est essentiel parce que les médias, ce n'est pas le quatrième pouvoir, c'est le premier pouvoir, c'est celui qui façonne l'opinion. Et qui façonne l'opinion à travers une propagande absolument massive. Et donc, au fond, avec nos moyens modestes, malgré tout, par rapport à ceux de l'adversaire, pour ne pas dire l'ennemi, nos moyens modestes consistent à décrédibiliser les gens qui nous bourrent le crâne. Voilà, d'où la campagne de Dôme TV Liberté, par exemple. Par exemple. Alors, puisqu'on débusque les fake news, les bobards, j'ai lu ici ou là quand même, alors là, je dois dire, je me suis dit là, je tiens une fake news à l'intérieur de la dénonciation des fake news. J'ai lu que le président des États-Unis, Donald Trump, s'était directement inspiré des bobardeurs. Là, je me suis dit, fake news. Alors, il y a effectivement, il y a une erreur dans le livre des bobards que j'ai découvert, je la dirai tout à l'heure. C'est pas celle-là, alors. Mais c'est pas celle-là, parce que comment ça s'est passé? Ça, c'est assez extraordinaire. On a eu Raim Kassem, qui est le représentant de Breitbart News en Angleterre, qui est venu à plusieurs reprises à la cérémonie des bobards d'or. Et il nous a dit, c'est absolument formidable. La première fois qu'il est venu, je lui avais trouvé un bon interprète avec lui, parce que pour qu'il apprécie quand même la soirée. Il a dit, c'est absolument formidable. Je vais proposer ça aux États-Unis. Et il a proposé ça aux États-Unis, et ça a tellement bien marché que c'est pas une petite cérémonie qui a été organisée, c'est tout simplement le président des États-Unis, Donald Trump, qui a fait une conférence de presse pour décerner ce qu'il a appelé les Fake News Awards à 10 grands médias américains. Donc voilà, honnêtement, je n'ai jamais rencontré Donald Trump, mais l'idée des Fake News Awards, elle a traversé l'Atlantique. Voilà. Et oui, il y a une erreur. Alors, il y a une erreur. Il ne fallait pas le dire maintenant. Il y a une erreur, je vais vous le dire. Dites-moi tout. C'est à propos, Dites-nous tout. De l'affaire de Fiorina. La jeune fille victime d'un tir qui lui a et qui l'a éborgnée. Elle a complètement perdu son œil. Je crois que vous l'avez reçu d'ailleurs. Il y a quelques jours. Martial, il y a quelques jours. Et elle a été blessée par un éclat de grenade. Et ce qui a été beaucoup dit, c'est que ça avait été un tir de flashball, ce qui n'est pas le cas. Mais il se trouve qu'il y a eu une erreur au moment de la rédaction qui a été supprimée, mais qui se retrouve dans la légende. Donc là, il y a une légende qui nous dit c'est un tir de flashball, et le texte qui dit c'est un tir de grenade. Donc c'est une erreur, c'est évidemment pas un bobard délibéré. Est-ce que la réinformation, c'est aussi cela, c'est-à-dire savoir reconnaître son erreur, ou savoir reconnaître qu'on se trompe? Absolument. Alors, écoutez, la presse ne fait jamais ça. Absolument. Moi, je mets un point d'honneur, quand je me trompe, à ne pas retirer l'erreur, mais à dire derrière ou en dessous, attention, là, c'est une erreur. Voilà. Bon, est-ce qu'il faut et sur immédiat, si nous sommes pris en défaut, ce qui peut arriver, nous corrigeons la semaine d'après l'erreur. On peut se tromper, ça c'est indiscutable. Simplement, se tromper une fois, ce n'est pas le bobard systémique.
Voilà. Est-ce qu'il faut acheter l'ouvrage? Alors, ça il veut faut dire acheter oui. l'ouvrage Non, parce pour- que vous dites quand même le bobard, ça nuit gravement à la santé mentale. Et je me dis qu'en le lisant, vous mettez en péril la santé mentale des téléspectateurs de Télé Liberté. Ça, je ne peux pas vous autoriser, vous nous en doutez. Les téléspectateurs de Télé Liberté ont une bonne santé mentale, sinon ils ne regarderaient pas Télé Liberté. Alors il faut acheter les bobards pour deux raisons. D'abord, c'est un très joli cadeau de Noël. C'est amusant, c'est-à-dire qu'on peut offrir un livre politique, ce qui n'est pas toujours facile, mais un livre politique, oui, quand même, mais c'est très distrayant, voilà. Donc c'est très bien écrit. Il faut l'acheter pour se distraire, il faut l'offrir pour distraire ceux à qui on l'offre, et puis alors c'est un outil de travail. Ça, c'est très important, parce que vous avez un index des médias cités, vous avez un index des auteurs de bobards, et donc, voilà, vous, par exemple, je sais pas moi, vous voulez savoir le bobard Askolovitch ou le bobard... Remettez-moi Barthès, moi je Barthès, ça voilà, me rappellera alors des le souvenirs. bobard Barthès, là vous êtes gâtés, voyez le bobard Barthès. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 citations, ça lui portera pas bonheur. Ah en plus. oui, il est bien cité, lui, Barthès. Voilà. Il le mérite. Ouais, il le mérite, tout à fait. Tout à fait. Parfait, merci beaucoup. Voilà, donc c'est bon. distrayant et c'est un outil de travail. Merci. Vous pouvez retrouver ça dans la boutique de TV Liberté ou sur les bonnes librairies. Lydia Guérousse, vous dites que la France a échoué finalement à lutter contre le communautarisme. Ça a été un grand thème d'Emmanuel Macron qui va se poursuivre d'ailleurs en 2020. Pourquoi ? On est à quelques jours des 5 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo et l'hypercacher, et c'est à ce moment-là que la France a pris conscience qu'il y avait un problème d'islamisme radical sur son territoire et de communautarisme, qui est le terreau fertile de cet islamisme radical qui mène à des crimes comme ceux de Villejuif ou de Metz, où soi-disant un déséquilibré, mais il faut être quand même déséquilibré pour être islamiste radical et salafiste, passe à l'acte au cri de Allah Akbar. Et en 5 ans, moi j'ai l'impression qu'on n'a pas véritablement avancé. On est toujours dans les euphémismes, on est toujours dans une forme de déni, on minimise toujours la réalité de cette idéologie qui veut notre soumission ou notre mort, qui veut s'imposer à la civilisation occidentale et la transformer de l'intérieur. Alors on nous a dit que Daesh était vaincu, en tout cas très fortement affaibli, mais l'idéologie est toujours là et elle est triomphante dans certains quartiers. Et moi c'est ce qui m'inquiète. Et aujourd'hui vous avez dans certains quartiers, c'est des quartiers qui ressemblent à des provinces étrangères, qui ressemblent plus, je dirais, forme d'Afghanistan, plus en France. Et là, on a du mal à reconquérir ces territoires. Moi, je les appelle les territoires cédés par la République. On a laissé faire, il y a des formes de complicité. On a eu un débat sur le clientélisme et certains élus qui sont quand même coupables d'avoir laissé faire et d'avoir laissé s'installer ceux qui sont aujourd'hui nos ennemis de l'intérieur. Et je trouve qu'on n'est pas à la hauteur et on n'est pas assez armé pour pouvoir véritablement faire reculer le communautarisme islamique, qui est le terreau fertile de cette radicalisation et qui mène certains jeunes qui hier étaient quelques délinquants à devenir des terroristes. C'est plus facile pour les éditorialistes de s'asseoir sous une belle lumière, à être maquillés, d'avoir des salaires qui sont souvent bien plus conséquents que celui du reporter de terrain qui va gagner 3 francs 6 sous. Bonjour Memona Interman. Bonjour Benjamin. Journaliste, grand reporter, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le fameux CSA de 2013 à 2019, en charge du groupe de travail sur la diversité. Vous avez accepté de répondre à notre invitation et on est très heureux car justement on avait envie d'évoquer avec vous le thème de la diversité dans les médias. Alors je voudrais commencer cet entretien avec un bilan, c'est peu banal, mais avec le recul, quel bilan global tirez-vous de ces 6 années passées au CSA à travailler sur la question de la diversité ? C'est une tâche de titan que de vouloir changer la représentation de la société française sur les écrans, mais aussi derrière les micros. Ça n'a pas été simple. Lorsque je suis arrivée au CSA, j'ai bien vu qu'au départ, on me prenait un peu pour une pétroleuse, quelqu'un qui allait peut-être prendre ce sujet de la diversité de la société française, pas la diversité des pigments, la diversité sociale, comme étant une lubie. Non, ça n'a pas été une lubie. J'ai négocié pied à pied jusqu'au bout. Et lorsqu'il y avait des moments cruciaux pour voter, par exemple, présidence de chaîne, attribution de fréquences, etc.,
ces dirigeants de chaînes ont pu se rendre compte que j'étais très accrochée à ce sujet. Ça me paraît être l'un des sujets essentiels. Alors justement, toujours dans cette optique de bilan, est-ce que vous avez constaté une amélioration entre janvier 2013 et janvier 2019, au moment où vous avez quitté vos fonctions? Oui, il y a une amélioration de la représentation de la France dans tous ces États ces dernières années, particulièrement pendant mon mandat entre 2013 et 2019. Pourquoi je peux le dire? D'abord parce que les chiffres que nous avions analysés dans ce document, qui paraissait tous les ans, dans le baromètre de la diversité, les chiffres le montrent. Mais il ne faut pas s'intéresser qu'aux chiffres, aux calculs mathématiques. Il faut voir aussi le côté qualitatif. Dans quel rôle on nous voit? Dans quel rôle on voit quelqu'un qui, visiblement, a des racines venant d'ailleurs? Ou quelqu'un qui ne ressemble pas forcément à un Parisien par sa façon de s'habiller, sa façon de s'exprimer, les thèmes qu'il peut aborder. Il y a un changement en termes de volume. Il y a aussi, je crois, honnêtement, une prise de conscience du côté de ceux qui font la télé sur les écrans ou derrière les micros, de ceux qui donnent les ordres, les patrons, parce que manifestement, ils ont compris qu'il s'agissait d'une question vitale aussi pour eux. Pourquoi? Aujourd'hui, vous en êtes un exemple, on peut propager d'autres idées, d'autres discours sur d'autres médias que la télé à l'ancienne. Et par conséquent, si les gens se disent « moi je ne regarde plus cette chaîne parce qu'elle cultive la haine », elle surfe sur les discriminations, et si des pans entiers de la société s'éloignent des médias à l'ancienne, alors là, il y va d'un intérêt majeur et d'un intérêt stratégique pour ces chaînes. Alors peut-être pas par éthique, mais par calcul. Oui, les dirigeants de chaînes ont commencé à comprendre qu'il fallait mieux représenter la société d'une façon plus respectueuse, parce que cela concernait leur propre fonds de commerce, si on peut dire les choses comme ça. Alors on l'a brièvement évoqué, chaque année le CSA dresse un baromètre de la diversité. Ce dernier montre, on pouvait s'en douter ou du moins le redouter, que la banlieue dite populaire ou les quartiers périphériques sont moins représentés dans les médias que dans la société. Qu'est-ce qui explique cela encore aujourd'hui? Une volonté peut-être d'ignorer cette France dite périphérique. Il se trouve que je suis aussi membre du Conseil national des villes et que je travaille par ailleurs sur ces sujets de la représentation de ce qu'on appelle les quartiers périphériques, les quartiers populaires, parfois sous un terme générique qui est complètement faux dans son analyse, c'est-à-dire la banlieue. Qu'est-ce que c'est la banlieue? Et il y a aussi une ignorance. Pourquoi? Lorsque vous regardez le management, la direction, les gens qui composent les équipes dirigeantes, regardez, comparez. Regardez les itinéraires, regardez qui est qui a fait quoi. C'est bien d'avoir des gens qui viennent des grandes écoles, c'est parfait. C'est très bien d'avoir des gens qui viennent des couches sociales, en principe plus éduquées, plus cultivées, en principe. Mais que savent-ils de la vie à Montrouge, à Cap-Breton dans les Landes, à Saint-Denis de l'île de la Réunion? Est-ce qu'ils ont été au contact des gens? Je ne dis pas qu'ils ignorent, mais c'est un manque de familiarité, de capillarité de la société, des gens tels qu'ils sont dans un bus. Souvent, j'ai dit au CSA, à ceux qui venaient, vous ne voulez pas venir avec moi prendre le bus 128 à la porte d'Orléans et d'aller jusqu'à Bagneux et au-delà? Alors ça faisait sourire, mais ça manque. Ce n'est pas une considération politique d'être d'un côté de la société ou d'un autre bord, mais c'est la volonté, à mon sens, c'est la mienne, de faire que la France soit plus justement représentée, que tout le monde ait droit à la parole, d'une façon décontractée, d'une façon respectueuse, parce que sinon il y aura à un moment donné réellement un problème de cohésion sociale. Alors ce mot cohésion sociale, c'est un peu la tarte à la crème, tout le monde parle de cohésion sociale, de vivre ensemble, mais il y a quelque chose derrière. La France s'est construite de cette façon pendant longtemps. Elle a été relativement homogène malgré les apports extérieurs, parce que tout le monde se retrouvait à peu près sur les mêmes piliers culturels, sociétaux et donc politiques. Mais vu qu'aujourd'hui nous sommes une société, qu'on le veuille ou non, très multiculturelle, puisque nous sommes une société très multiculturelle, alors il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de fondamentaux, ne pas céder sur l'essentiel, mais ouvrir les yeux aussi pour savoir qui nous sommes. Je vous assure que les gens qui ont des racines étrangères
ce ne sont pas des ennemis de l'intérieur, comme on voudrait nous le faire croire. Et à force de montrer des images et d'entendre des sons très négatifs, volontairement biaisés, par ignorance ou parce que politiquement ça arrange certains, ça va nous jouer un très mauvais tour. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, c'est le jeu de l'interview sur ce thème-là. Pendant longtemps, on a utilisé le terme de discrimination positive pour évoquer un peu les sujets dont on est en train de parler. Là aussi, on a constaté que le message n'était pas forcément compris de tous. Après tout, une chaîne de télévision, des patrons pourraient avoir à cœur de s'entourer des meilleurs animateurs, des meilleurs journalistes, sans se soucier forcément des origines de ces différentes personnes. Le hasard fait bien les choses, vous allez me dire, parce qu'il y a des gens compétents partout, mais est-ce qu'on doit prévoir des sanctions financières, par exemple, contre les médias, contre les entreprises qui ne respectent pas cette diversité ? Eh bien, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que les télévisions et les radios qui diffusent sur un périmètre gratuit doivent rendre quelque chose, car la fréquence hertzienne est un bien rare, précieux, très très cher. Une chaîne de télé, en fait, c'est construit avec des moyens relativement modestes, même si les équipements peuvent être coûteux parfois. Mais c'est la fréquence qui coûte cher. Or, la fréquence appartient à tout le monde. Elle appartient à ce qu'on appelle le domaine public. Donc c'est un peu comme si vous aviez un lopin de terre que vous le remettiez à quelqu'un pour qu'il l'exploite, donc il faut bien qu'il vous rende quelque chose. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, faut-il des sanctions ? Mais oui, pourquoi pas ? Précisément puisqu'ils exploitent une fréquence, ils exploitent un domaine public qui appartient au peuple français, c'est un très beau mot, le peuple français, eh bien il faut qu'ils soient en accord avec ce pourquoi ils ont signé une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui agit au nom de l'État. Enfin, il y a un point qui, moi, me paraît crucial aussi. J'ai fait une double mission à ma demande aux États-Unis et en Allemagne avec l'appui des ambassades de France. J'y ai beaucoup appris. Par exemple, aux États-Unis, les producteurs, le lundi matin, ils téléphonent aux chaînes qui ont vraiment mordu la ligne rouge en leur disant « Écoutez, si vous continuez, on va lancer des appels au boycott ». Il y a un groupe de pression avec des analystes notamment, ils sont près d'une centaine maintenant, qui s'appelle Media Matters. Je suis allé à Washington, je suis allé à New York et j'ai vu comment ils travaillaient. Et si nous, les gens, nous tous, nous nous rendons compte que telle ou telle chaîne, franchement, ne respecte pas la base fondamentale de la société, du peuple français, de notre accord, de notre constitution, alors il faut les boycotter. Et croyez-moi, s'il y a X millions de gens qui boycottent en disant « nous vous boycottons, nous ne vous regarderons plus », et si les gens les suivent, et s'il y a une sorte d'attitude civique, de choix civique, je suis persuadée que les patrons de ces chaînes réfléchiront à un moment donné. Alors justement, sur les sanctions financières, par exemple, certaines entreprises, on le sait, peut-être pas dans les médias, mais certaines entreprises préfèrent payer des amendes plutôt que de se résoudre justement à ces conditions de diversité. Et si on leur dit « on ne vous regarde plus », c'est la pub qui manquera dans la caisse. C'est le nerf de la guerre. Hein. Et puis, c'est le name and shame. On va vous nommer et on va vous harceler dans le meilleur sens du mot. Et il faudra le faire. J'ai été pendant 6 ans au CSA. J'ai dû, la plupart du temps, me taire. Et je suis obligée de me taire encore aujourd'hui à cause de la loi. Mais me taire ne veut pas dire rester sans agir. Et je continue à agir au ras des pâquerettes, dans les associations, dans les fondations, en allant dans les écoles, en prenant parti et en disant « oui, nous, les téléspectateurs, nous avons une marge de manœuvre. N'acceptons pas n'importe quoi. » Je me souviens très bien de mon expérience de terrain comme journaliste. Je me souviens par exemple de 1981 en Pologne, au moment de la déclaration d'état de guerre. Les Polonais ont obligé, les dirigeants polonais voulaient obliger le public polonais de regarder un homme en treillis présenter le journal. Vous savez ce qu'ils ont fait les Polonais ? Ils ont pris leur écran, ils l'ont posé vers la fenêtre, pour bien montrer à Jaruzelski et aux autres qui ne regarderaient pas cette télé-là. Mais ils l'ont changé, le gars. Nous aussi, on peut faire ça. C'est un produit. La télé est un produit de consommation et les dirigeants qui sont à la tête de ces entreprises ne sont pas plus éthiques que monsieur X ou madame Y à la tête de telle ou telle grosse entreprise parce que le but de l'affaire, c'est de ramasser de l'argent. Ils ne font pas ça juste parce que c'est tellement beau de faire de la télé, ça sert à unifier les gens. Mais non, ils sont là pour le business. C'est un business comme un autre. Donc, agissons comme des consommateurs, comme les autres, avec juste peut-être une précaution. C'est que les images et les sons fabriquent notre imaginaire, donc fabriquent notre manière de vivre ensemble. Je suis devenue très vindicative là-dessus, parce que j'ai vu comment ça se passait. Et j'ai vu
que c'est en tenant tête et en refusant d'accepter certaines pressions qu'on pouvait faire avancer les choses. C'est ainsi que j'ai réussi à avoir de temps en temps des miettes. Je suis bien consciente que dès mon départ, dans certaines télévisions, certains gros groupes très puissants, on a supprimé, on a modifié des comités de diversité, on a rechangé le format des groupes de gens qui en principe respirent la société. C'est pas grave, on continuera dehors. Alors, vous avez évoqué le boycott, toujours avec votre recul et votre expérience au CSA. Est-ce que vous comprenez plus facilement que certaines franges de la population, je pense notamment aux Gilets jaunes, c'est un réflexe, ont l'impression que les médias sont totalement déconnectés de leur réalité à eux? Je ne crois pas que les médias soient fondamentalement déconnectés. Je pense que les journalistes, en particulier qui souvent sont dans des situations précaires, les journalistes ou les techniciens, savent très bien dans quel état se trouve la France. Mais ils ne décident pas du contenu des conducteurs. Il peut y avoir des moments dans les conférences de rédaction où ils peuvent faire entendre leur point de vue, mais eux-mêmes sont entraînés. Chez les journalistes, et les gilets jaunes devraient le savoir, parmi les gilets jaunes, il devrait y avoir beaucoup de gens du monde des médias, car le monde des médias s'est considérablement précarisé, paupérisé. C'est un monde aujourd'hui qui vit avec très peu. Je connais énormément de jeunes qui sont obligés de quitter la profession parce qu'ils ne gagnent pas assez. Donc que les Gilets jaunes fassent alliance avec eux plutôt qu'ils les vilipendent. Et en tout cas, pas de violence à l'égard de la presse. Pas de violence à l'égard de la presse. Car ce serait tuer dans l'espoir ceux qui pourraient justement mieux les comprendre. Le problème n'est pas les journalistes, le problème c'est la couverture qui est exigée par ceux qui sont aux manettes, qui décident. Quand on regarde un peu comment monte la pub, par exemple, le volume de la pub, même si les jours de grandes manifestations, certaines chaînes d'infos ont délibérément choisi de supprimer les écrans publicitaires, il n'en demeure pas moins qu'ils créent une sorte d'accoutumance à les regarder. Donc, ce ne sont pas des enfants de cœur non plus. Mais les Gilets jaunes, ce mouvement ne me surprend pas. Je ne l'ai pas prévu, évidemment. Mais je comprends très bien qu'au fil du temps, les 9 millions de personnes classées comme pauvres en France, de toutes couleurs, de toutes origines, que ces gens en ont marre d'être traités comme des ploucs et comme des rien du tout. Moi, je viens d'une famille où j'ai un frère qui était taxi, un autre qui était longuement au chômage, une autre qui a été aide-soignante, une autre qui a été femme de ménage, etc., etc. Et je vois très bien que pendant longtemps, ils ont considéré « Oh, on est des gens de peu, on est des petites gens. » Mais quoi? On est des citoyens comme les autres. Est-ce que vous avez vu, vous, beaucoup de fictions où on représentait des héros ou des héroïnes sous les jours de ces mamans qui vont travailler 2 heures le matin à faire du ménage pour nettoyer des bureaux, qui traversent tout Paris pour quelques heures de ménage, et le soir qui reviennent. C'est où les histoires là-dessus? C'est où? Ça reste à faire. Pour revenir justement au traitement des médias, est-ce qu'il n'y a pas une confusion chez les Gilets jaunes, mais chez les citoyens français en général, entre éditorialistes, ceux qui donnent leur avis, ceux qui donnent leur opinion surtout, et journalistes, les fameux journalistes de terrain dont vous parliez, et notamment les plus précaires? C'est plus facile pour les éditorialistes de s'asseoir sous une belle lumière, à être maquillés, d'avoir des salaires qui sont souvent bien plus conséquents que celui du reporter de terrain qui va gagner 3 francs 6 sous, et de pérorer. Et justement, celui-là, souvent, lorsqu'on l'écoute, ne se trouve pas en adéquation avec ce qui se passe dans le pays. Il lui manque juste le contact avec le sol. C'est comme si c'est une voiture qui roule sur du verglas. Et les Gilets jaunes, au fond, ça pourrait être chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, à son tour, pourrait revêtir un gilet jaune pour une raison ou une autre. Mais surtout pas de confusion entre ceux qui sont sur l'avant-scène et puis la troupe. Et la troupe, c'est la plus grande partie de ceux qui travaillent vraiment et qui travaillent très dur. Un reporter fait un métier très dur. Il faut aller chercher des infos, apporter une originalité, et c'est certainement plus compliqué aujourd'hui qu'à mon époque où j'ai commencé. Parce que la concurrence est redoutable. Donc la concurrence pousse les uns et les autres à aller plus loin, à oser davantage, et surtout plus vite, parce qu'on a moins le temps de vérifier. Je n'ai pas travaillé du temps de Mathusalem. Moi, j'ai continué à exercer jusqu'en 2013, au moment de ma nomination. Mais même entre 2005, au moment de l'arrivée du groupe pour la première chaîne d'info, et 2013, le paysage avait considérablement changé. Et je me souviens que même à France 3,
On s'amusait souvent à regarder les écrans de la concurrence qui allaient plus vite, avec des moyens parfois pas toujours plus importants, mais qui étaient déployés comme un effet de loupe sur tel ou tel événement. Et la tentation était d'imiter, était même de copier, était de s'inspirer de ça, ce qui est un danger flagrant quand même. Alors pour faciliter le travail du CSA, j'aimerais évoquer une question un petit peu épineuse parce que c'est interdit aujourd'hui en France. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'empêcher de soulever cette question des statistiques ethniques? J'aimerais connaître votre position par rapport à ça. Est-ce que finalement ces données ne pourraient pas aussi servir d'électrochoc finalement pour faire avancer les choses? Alors j'ai écrit sur la question des statistiques ethniques de mon premier livre, Tête haute, puisque justement je voulais parler de ces questions de la diversité. Quand je cite le livre, ça veut dire que je sous-signe. J'ai toujours pensé qu'un patron d'une PME qui va vendre un fromage, eh bien, il a besoin de mesurer le marché pour savoir si le fromage qu'il va vendre correspond à sa cible marketing. Pour définir des politiques publiques en matière d'éducation, de santé ou même de besoins en termes de chaînes publiques de télévision ou de radio, pourquoi serait-il offusquant, en principe, de savoir qui est qui, combien de gens ont des racines comme ci ou comme ça, ne serait-ce que pour apprendre la langue. Simplement, on est dans un contexte très bouillonnant. Il y a vraiment le feu sous la marmite. Et à la réflexion, j'ai quand même un peu peur qu'en jetant en pâture des chiffres sur X millions de gens de culture musulmane, par exemple, que les gens se disent « Oh là 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 là, mais le pays, c'est vraiment le grand remplacement ». C'est très faux tout ça. Moi, je m'appelle Memona Afeji. Mon père était musulman. J'ai été élevée du côté de ma mère, je suis chrétienne de culture. En même temps, je ne peux qu'être tolérante, j'ai un frère qui est musulman. Est-ce que nous sommes la 5e colonne? Est-ce que nous sommes considérés comme musulmans ou pas? Est-ce que je suis de culture musulmane? Oui, un peu. Ça va être tellement compliqué et ça peut servir... C'est vraiment un double tranchant, cette histoire. Je suis vraiment un peu comme l'âne de Buridan sur ce sujet-là. D'un côté, je suis pour, de l'autre, je suis contre. Pas contre, mais je me méfie un peu. Mais au total, un jour ou l'autre, si les gens ne se sentent pas représentés, ce sera possible de sortir les chiffres. Parce que dans les box des grands groupes de téléphonie, on a les noms quand même. Bon, Memona Afeji, c'est sûr qu'on pourrait croire que je suis une pure et dure. Il se trouve que moi, je suis vraiment le cul entre deux chaises et je suis un peu des deux. Je ne suis pas la seule. On est nombreux. Quand on regarde les études qui sont faites aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une majorité, par exemple, de gens de culture musulmane qui voudraient qu'on facilite les choses pour le port du voile. Mais en même temps, il y a 70% des gens de culture musulmane qui déclarent, selon une étude récente, qu'il faut que les personnes homosexuelles puissent être libres de vivre leur vie. Oui, c'est pas simple. C'est jamais du noir au blanc, ou noir ou blanc dans tout cela. Je peux juste porter témoignage d'une chose, de ce que j'ai vu en France. Et je viens de l'île de la Réunion, qui est l'île où il y a eu la première mosquée construite sur le territoire de la République, payée notamment par un de mes grands-pères, Afeji. C'est écrit dans la mosquée de Saint-Denis de la Réunion. Je peux porter mon témoignage sur le point suivant. Je connais trop de gens, notamment de la jeune génération, qui voudraient juste avoir le droit d'être considérés comme des Français, d'avoir un travail, d'avoir la chance de vivre dans ce pays qui, quand même, fait partie de ceux où on se sent respecté. Il y a des racistes, certainement, mais ce n'est pas un pays raciste, la France. Donc, ces gens-là, ces personnes, certes, elles ont leur bagage culturel, émotionnel, artistique, qui est mêlé à d'autres influences, d'autres racines. Mais ce sont juste des gens qui sont décents. Ne faisons pas de ces personnes des ennemis. C'est très facile d'imaginer qu'un jour ou l'autre, à force de se sentir discriminé, méprisé, pas considéré comme les autres, qu'ils se disent « Ok, on ne veut pas de nous ?» D'accord. Alors on se mettra de côté. Et c'est là où on fera cette espèce de patchwork à l'américaine, où en allant chez le médecin, vous devez déclarer si vous êtes blanc ou noir, si vous êtes juif ou pas. Ça, je ne veux pas. Mais que les gens aient le droit de se sentir totalement français, ce qui est mon cas, et quand même un peu de l'Inde, ce qui est aussi le pays de mon père. Je ne peux pas cracher sur ce pays. Et pourtant, quand j'entends la Marseillaise,
c'est mon hymne. Je serais incapable, même si j'ai été dans des voyages officiels avec des présidents de la République, Mitterrand, Chirac, Sarkozy en Inde, je suis incapable de dire quel est l'hymne national indien.